Bonjour et bienvenue dans cette 3e saison d'Amis, le podcast où l'on étale notre inculture année après année. Salut, moi c'est Marie et tous les soirs avant de me coucher, je check 3 fois la serrure pour voir si elle est bien fermée. Et moi, c'est Anaïs et une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est d'avoir peur. Depuis le début de l'aventure Amis, j'ai découvert Friends et je suis tombée amoureuse de Ross. Et j'ai découvert Twin Peaks et je suis tombée amoureuse de Cooper. Alors je sais ce que vous vous demandez, de qui va-t-on tomber amoureuse cette fois-ci ? Le truc, c'est que pour cette nouvelle saison d'Amis, on est un peu arrivé à court de séries cultes que l'une ou l'autre n'avait pas vues. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de domaines dans lesquels on est des grosses quiches. Il se trouve que je suis une grande fan de films romantiques, un genre dans lequel Anaïs a énormément de lacunes. Et il se trouve aussi que Marie est presque totalement vierge dans ce qui est mon genre préféré, le film d'horreur. C'est vrai. Cette année, on a donc décidé de faire les choses un petit peu différemment. Chaque semaine, à tour de rôle, on fait redécouvrir à l'autre un film d'horreur ou un film romantique. Ça promet d'être très très amusant et flippant. Et larmoyant. Enfin, je crois que tu penses que tu vas beaucoup pleurer devant les films romantiques, mais je n'en suis pas sûre. Hein. Mais je pleure devant tout, moi, donc... Tu vas pleurer d'ennui. Devant les films d'horreur, je vais aussi pleurer. Ah d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en octobre. Et Halloween oblige, on va donc commencer avec les films d'horreur, c'est-à-dire ma spécialité. Avant qu'on se lance, Marie, est-ce que tu as déjà vu un film d'horreur ? Oui, quand même. J'ai vu des séries horrifiques et j'ai vu des films d'horreur. À l'adolescence, j'ai vu Scream. Bravo. Merci, j'ai vu Scream 1, Scream 2, Scream 3. J'ai vu Souviens-toi l'été dernier. J'ai vu Urban Legend, que j'adorais. J'ai vu Destination Finale, je sais pas si ça compte. Oui, bien sûr. Ah d'accord, ok. J'ai vu The Ring, mais la version américaine, pas la version japonaise. J'ai aussi vu récemment le truc où ils sont silencieux, là, ils ont pas le droit de parler. Hush Hush, ou non, je sais plus comment The Quiet Place. Quiet Place. Chut, chut. Et j'ai vu aussi Get Out et l'autre qu'on a vu ensemble récemment aussi. Oui, Nope de Jordan Peele, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Je dirais pas que c'est un film d'horreur. Et puis après, en série, j'ai vu The X-Files, où je pense qu'il y a quand même pas mal d'épisodes horrifiques. J'ai vu Buffy, et moi je pense qu'il y a des épisodes horrifiques dans Buffy. Et j'ai vu The Haunting of Hill House aussi, sous ton influence. Mais c'est vrai que depuis l'adolescence, j'évite un peu les films d'horreur parce que pour moi, c'était un peu un rite de passage. On y allait avec mes amis au cinéma et on faisait semblant d'avoir 16 ans pour pouvoir rentrer dans la salle. Mais depuis, j'ai pas vraiment d'appétence pour le genre. J'ai assez peur dans ma tête toute seule pour regarder des films sur le sujet. Je pense que tu es beaucoup plus familiarisée avec le genre de l'horreur que ce que tu penses. Parce que quand tu as regardé Buffy ou X-Files, en fait, c'est des séries qui reprennent tellement tous les codes et les tropes de l'horreur. Et tu as vu aussi, je sais que tu aimes tous les trucs avec des sorcières. Ah oui, ça oui. Dès qu'il y a voilà. des sorcières, je le regarde quand même. Voilà, donc en fait, il y a quand même beaucoup de croisements entre tous ces genres-là, tout ce qui est surnaturel et le cinéma d'horreur. Donc je suis sûre que tu vas reconnaître plein de choses en Oui, voyant mais j'ai tous quand les même films. d'énormes lacunes. J'ai vu aucun des classiques en fait. Ah, j'avais vu Freddy 1 ou 2, je sais plus quoi, La Haine ou je sais pas trop quoi. Je me souviens plus. La Haine ? Ouais, il y avait marqué Freddy 1, La Haine. Ça, c'est Macho Kassovitz. Non, mais je te jure, c'était genre le sous-titre. Mais j'avais vu ça avec des amis, j'avais trouvé ça horrible. Il avait des trucs dans les bras, des veines ou je sais pas quoi. Il était vraiment horrible. Non, c'est les griffes de la nuit. Et ah oui, c'est ça. Ça et il a des loin. lames à la place des doigts. Oui, voilà. C'est pas des veines. Pourquoi ? C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, t'as quand même été attiré par plein de choses qui sont semi-horrifiques. Pourquoi, du coup, tous les classiques de l'horreur t'ont jamais attiré ? Honnêtement, j'ai peur un peu. Je sais que t'aimes Hitchcock aussi. Par exemple, oui, j'ai pas mis Les Oiseaux dans la liste parce que je sais que tu l'as vu. Oui, j'ai vu pratiquement tout Hitchcock. Mais pour moi, Hitchcock, c'est des thrillers. En fait, j'aime bien les thrillers. Mais les films d'horreur, déjà, j'aime pas les trucs. En fait, je sais pas à quoi m'attendre quand je vais regarder un film d'horreur et j'ai peur d'être traumatisée. Et j'ai peur de voir des trucs horribles parce que c'est un film d'horreur. J'aimais bien l'expérience commune de regarder ça avec des amis, mais à l'âge adulte, souvent, on les regarde seuls et j'ai aucune envie de regarder des films d'horreur seuls chez moi le soir, en fait. Ah, c'est pour ça que je suis là. Et après, on pourra aller les voir au cinéma toutes les deux, si tu veux. Non. Quand t'as vu ces films d'horreur, est-ce que t'as crié ? Oui. Alors déjà, dès qu'il y a un jumpscare, je hurle, je me cache la moitié du temps. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est que la plupart des films d'horreur que je vois la moitié. Parce que je suis cachée le reste du temps, soit entre mes mains, soit derrière un coussin, ou soit même derrière le canapé. C'est quoi le film qu'on avait vu ensemble où t'avais sauté sur le siège et tu te cachais ? Ah, mais ça devait être un film totalement normal, parce que j'ai des réactions comme ça sur beaucoup de films, mais ça devait pas être un film d'horreur, honnêtement. Ouais.
Bah, je sais pas, devant Twin Peaks, j'ai fait ça. J'ai des réactions très fortes en règle générale. Mes réflexes quand on fait le truc chez le docteur sur le genou, ma jambe, elle part au quart de tour, quoi. C'est un accident du travail pour la plupart des médecins. Voilà, voilà, exactement. Consultation avec Marie-Thérèse. Donc, t'es con. Donc, les films d'horreur, vraiment, ça me fait beaucoup réagir. Je hurle. Mais j'aime bien les jumpscares, justement, parce que j'aime bien la musique, et puis après, tu cries. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le vocabulaire spécifique à l'horreur, les jumpscares, c'est quand on vous fait peur en vous faisant sursauter. Et donc, c'est dans les films d'horreur, généralement, quand un personnage se retourne et on voit ce qu'il y a derrière le personnage et il y a une musique très, très forte qui arrive derrière, qui fait sursauter. C'est un procédé qui est de plus en plus paresseux, je trouve. Enfin, moi, vous verrez, il n'y en a pas énormément dans les films que j'ai choisis parce que c'est un truc qui m'agace. Parce que maintenant, il y a plein de réalisateurs d'horreur qui mettent juste de la musique très fort, mais ça fait pas peur pour autant, quoi. C'est marrant que tu dises le truc avec la personne qui apparaît, parce que parfois, quand je me lave le visage et que je me regarde après dans le miroir, j'ai hyper peur de voir quelqu'un apparaître derrière moi. Ça, c'est normal, tout le monde. Mais c'est à cause des films d'horreur que j'ai vus à l'adolescence. Bah oui. Ah non, mais bien sûr. Mais moi aussi, j'ai emménagé dans un appartement qui est un peu old school. Et dans ma salle de bain, il y a le petit placard à cacher, quoi, avec la porte avec un miroir qui s'ouvre et qui se referme. Et à chaque fois que je la referme, je sais qu'il va y avoir un démon derrière moi, c'est sûr. Donc, je te comprends tout à fait. Et je pense que tu vas encore plus avoir peur de ton propre environnement après tous les films qu'on va regarder. C'est ça que je crains. Et vraiment, moi, je suis gentille, je vais te faire découvrir des films romantiques. Tu vas développer peut-être un syndrome du prince charmant ou des choses comme ça, mais tu ne vas pas développer des peurs horribles et complètement handicapantes. Mais, ça va guérir mon insomnie, je vais pouvoir m'endormir beaucoup plus facilement. Exactement. Toi, du coup, tu es fan de films d'horreur. Qu'est-ce que tu aimes autant dans le genre horrifique ? J'ai vraiment toujours aimé ça. Je pense que ça a été tellement crucial dans ma construction culturelle. J'ai découvert Les Oiseaux de Hitchcock quand j'avais 10 ans, parce que mes parents avaient la cassette. Et donc, j'ai regardé ça très jeune, beaucoup trop jeune, et j'étais traumatisée. Tu lisais Les Chairs de poule quand t'étais petite ? Ouais, j'adorais. J'ai lu tous Les Chairs de poule plusieurs fois. J'adorais ça. Ensuite, j'ai commencé à lire Stephen King, et ça m'a passionnée. Et je suis devenue une fan de Stephen King. J'ai lu tous ses livres. Et donc, forcément, j'ai vu les adaptations au cinéma. Et donc, ça a été une porte d'entrée. Et quand j'allais au vidéoclub, le mec du vidéoclub me mettait de côté des DVD que personne n'empruntait jamais, parce que c'était des vieux films d'horreur pourris des années 80 que personne ne louait, qui étaient dans la réserve. Donc j'ai toujours, dès un très jeune âge, j'ai aimé ça. Je pense que c'est en grande partie parce que je suis très anxieuse et qu'il y a une catharsis évidente quand on regarde un film d'horreur, parce qu'on est confronté à nos pires peurs. Et on est confronté à nos pires peurs de manière ludique et safe et rassurante, puisqu'on est sur notre canapé et on peut voir ce qui se passerait si, je sais pas, il y avait un intrus qui rentrait chez nous ou s'il y avait un esprit qui nous possédait. Mais en fait, à la fin du film, c'est résolu et nous, on est sur notre canapé, on n'a pas bougé de là et c'est safe. Donc, je pense qu'il y a un côté assez réconfortant pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, a très peur de la mort. C'est une de mes plus grandes sources d'angoisse. En fait, voir des films d'horreur, c'est voir plein de personnages qui se battent contre la mort en permanence et qui perdent assez souvent. Mais ça désacralise aussi beaucoup la mort. Ces scénarios, j'ai pas envie de les avoir dans la tête. C'est-à-dire que je les ai pas naturellement, nécessairement. Et quand je vois un film d'horreur, après, je les ai. Le truc aussi, c'est que les films d'horreur, souvent, c'est de la fiction et il y en a beaucoup. Enfin, ceux que moi, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est les films d'horreur surnaturels, où du coup, c'est quand même très déconnecté de ma réalité à moi. Par contre, je me souviens, aux États-Unis, il y avait une émission qui s'appelait 1001 morts. Et c'était littéralement une émission qui racontait plein de morts absurdes que des vrais gens avaient connues. Et ça, j'ai regardé un épisode et ça m'a traumatisée parce que entendre des récits de vraies morts un peu tragiques ou trop jeunes, ça me traumatise complètement, je veux pas entendre ça. Mais par contre, dans les films, c'est différent parce que je sais qu'a priori, une poupée va pas devenir possédée et me tuer, tu vois. Peut-être, mais il y a moins de chances que ça m'arrive que des trucs, tu vois, de maladie ou... Donc ça, je veux pas entendre ces histoires-là. Quand j'avais 4 ans, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Mais quand j'avais 4 ans, j'étais chez les bonnes sœurs. Et elles nous avaient dit que si on rangeait pas notre chambre, nos nounours allaient prendre vie et nous attaquer pendant la nuit. Et j'ai pas dormi pendant genre 2 jours à cause de ça. Bah ouais, je comprends. Et vraiment, j'ai pas besoin de ce genre de scénario dans la tête, quoi. Mais il y a vraiment un truc, par exemple, quand je vais vraiment pas bien ou que je suis très angoissée ou triste, je regarde un film d'horreur parce que ça me rassure, parce qu'en fait, c'est toujours pire ce qui se passe à l'écran que ce qui se passe dans ma vie. Parce que je suis pas en train d'être assaillie par 3 milliards de monstres ou d'esprits ou de trucs comme ça. Et donc, le côté gore ou hyper sanglant ou terrifiant a un côté bizarrement apaisant parce que moi, c'est juste des angoisses qu'il y a dans ma tête, quoi. Donc, c'est moins grave, ou même si j'ai un problème que je dois gérer dans ma vie, a priori, il est moins immédiat, moins urgent que ce que les personnages de films d'horreur doivent gérer.
Parmi les films d'horreur que t'as vus, c'est lequel ton préféré? Je crois que c'est Urban Legend. J'avais beaucoup aimé Destination Finale aussi. À chaque fois que je prends l'avion, je pense à la place où je suis assise parce que je me dis, est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais être la première? Et à chaque fois que je me douche dans une baignoire, je pense au mec qui se fait étrangler par le fil, la corde à linge quand il est dans la baignoire. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. Ça m'a vraiment traumatisée. Il y a The Faculty aussi que j'avais vu à l'époque. Oui, en gros, t'as vu un peu l'âge d'or du début des années 2000, fin des années 90, où il y avait tous les films voilà, d'horreur tous les slashers, pour ados, c'est ça. C'était des trucs pour ados et j'avais l'âge pile poil pour regarder ça parce que c'était moustillant, quoi. Ouais. Et toi, Anaïs? Mais je sais ton film d'horreur préféré, je crois. Ah oui? C'est le truc par Argento, là. Ouais. Oui, c'est Suspiria de Dario Argento. Enfin, honnêtement, c'est une question assez difficile parce que je pense que tous ceux qu'on va voir pour cette saison font partie de mes films préférés, horreur ou autre genre confondu. Mais si je devais en choisir qu'un, c'est vraiment Suspiria que je trouve. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux films de tous les temps. Et j'ai très hâte que tu le vois. Il faut savoir que, un peu comme dans les films romantiques, dans les films d'horreur, il y a quand même beaucoup de sous-genres et de catégories. Il y a les films de vampires, il y a les films d'esprits, il y a les films de home invasion, de zombies. Donc, on va pas forcément pouvoir tout voir parce qu'il a fallu faire des choix. J'ai dû sélectionner les films, déjà les plus gros classiques et aussi ceux qui me plaisent le plus personnellement. Donc forcément, vous verrez peut-être pas votre film d'horreur préféré dans la liste, mais on va essayer de faire un aperçu le plus complet du genre, mais j'ai aussi dû me baser sur ce que toi, t'avais déjà vu ou pas. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des biais forcément et que vous verrez pas tout dans le podcast. Mais j'ai aussi sélectionné les films d'horreur qui, moi, me font le plus plaisir et le plus flipper. Donc par exemple, j'ai pas mis de film de zombies parce que je trouve pas ça très flippant. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc il y en aura pas a priori dans le podcast, peut-être un mais qui est un peu hors catégorie. Qu'est-ce qui toi te fait le plus flipper de manière générale, parce que en sélectionnant, j'avais aussi du mal à savoir quelle sous-catégorie d'horreur choisir par rapport à tes réactions, tu vois. Ce qui me fait le plus flipper, on l'a déjà vu un peu dans Twin Peaks, c'est les gens qui perdent la boule. C'est la folie en fait, parce que c'est quelque chose que je trouve le plus réaliste en général et sur lequel tu as le moins de contrôle. La pire idée, en fait, c'est de perdre le contrôle de soi-même, je trouve. Être attaqué par quelqu'un dans ma maison, je me dis, je peux fermer la clé, mais être attaqué par moi-même ou moi attaquer quelqu'un ou devenir folle, je trouve ça horrible quand je vois ça à l'écran, en fait. Et être possédé, par exemple Être possédé, je crois pas trop en ce genre de truc. Donc, non, je pense pas que... le fait que quelque chose s'empare de ton corps et de ton esprit et justement te fasse faire des choses que tu contrôles pas. Non, ça pas trop, parce que je pense que ça me fera peur de toute façon, parce que tout va me faire peur. Mais être possédé, je crois pas... Je dis ça, ce soir, je vais avoir un fantôme qui va venir m'attaquer, mais je suis pas quelqu'un de très spirituel ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas de peur d'être possédé par quelque chose un jour. Donc, non. Après, les trucs qui me dégoûtent aussi, c'est les trucs avec le corps ou les trucs un peu gore. Ça, j'aime pas trop. Ok. Elle a un petit sourire hyper machiavélique. Non, mais parce que ça m'intéresse pour peut-être raffiner un petit peu la liste. Parce que non, mais je veux pas avoir des trucs trop traumatisants, Anaïs. Non, mais après, voilà, vous le verrez aussi, vous découvrirez la liste au fil de la saison. Mais par exemple, il y a aussi eu tout un mouvement de films d'horreur extrêmes français. J'en ai pas inclus dans la liste parce que je sais aussi que tu vas me détester si je te montre des films comme Martyr de Laugier ou Haute Tension de Alexandre Aja. Je sais que tu m'en voudras. Donc, je vais pas te montrer des trucs qui sont absolument ignobles. Merci. Voilà. Donc, si vous ne les trouvez pas dans cette liste, c'est pas parce que je n'estime pas ces films d'horreur-là, c'est parce que j'ai aussi essayé de faire en sorte que ce soit des trucs qui suscitent des réactions chez Marie, mais qu'elle trouve aussi intéressant et que ça suscite pas un rejet tellement fort chez toi que, t'en tireras rien, quoi. J'arrête le podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Et notre amitié. Est-ce que moi, tu sais ce qui me fait le plus peur, même si je sais que tu connais pas forcément bien tous les sous-genres de films d'horreur, mais est-ce que si tu devais deviner, tu saurais... Le home invasion, je pense que ça doit te faire peur. Les trucs où horrible. Ils arrivent chez toi. Le home invasion, ça veut dire envahir la maison. Donc, oui, c'est les intrus, quoi. Voilà, vraiment... ça, je pense que vraiment, j'imagine. Et peut-être les trucs, comme tu dis, le fil dans la douche, des trucs qui pourraient t'arriver, des accidents qui pourraient t'arriver, ou des trucs de maladie aussi, je pense que ça pourrait. Mais je sais pas s'il y en a dans l'horreur. Souvent, chez les zombies, en fait, t'as les trucs de virus, tout ça, mais ça me fait pas trop peur. Mais effectivement, tu as très juste les home invasion et les esprits. Parce que pour le coup, moi, j'ai tellement été nourrie à ça depuis très, très jeune. Et même dans ma famille, il y avait des membres de ma famille qui disaient qu'ils sentaient la présence d'esprits, tout ça. Ah, les miens aussi, hein, mais... Et on avait une maison qui était derrière un cimetière, etc. Et il s'est passé plein de trucs bizarres là-bas. On en reparlera. J'ai plein d'histoires très spooky. Mais du coup, je sais pas si je crois entièrement aux esprits, mais ça me fait peur.
Clairement, les films sur les esprits me font très peur. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Je sais que l'anticipation est à son comble. On a décidé de démarrer la saison avec un classique de l'automne. Halloween de John Carpenter. Qu'est-ce que tu sais de Halloween ? Absolument rien. Je crois que j'ai vu, il y en a un nouveau qui sort là au cinéma. Ouais. Il y avait un mec avec un masque dessus blanc ou un truc comme ça, donc je crois que le tueur, il a ça. J'imagine que ça se passe à Halloween. Et peut-être qu'il en profite comme dans Hocus Pocus. Je sais pas un film d'horreur, mais j'ai vu Hocus Pocus plein de Hocus fois. Pocus, mais c'est trop bien. Hocus Pocus. Mais il profite peut-être de la soirée d'Halloween pour attaquer les gens, je sais pas. Mhm. Il se nourrit peut-être de la peur. Ils aiment bien se nourrir de la peur, j'ai l'impression. Ouais, bah ça, Freddy fait beaucoup ça. Ah oui, c'est ça. Il vient dans le sommeil des gens. Ah oui, c'est ça, oui. Ça aussi, ça me fait très peur. Oui, bah ça m'avait fait peur. Ouais. On a décidé d'introduire un petit jeu dans cette saison d'amis. À chaque épisode, on va essayer de deviner, chacune d'entre nous, ce qui se passe dans le film en se basant uniquement sur l'affiche. Alors Marie, je vais te montrer l'affiche et est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois et ensuite me dire, selon cette affiche, à ton avis, de quoi parle le film ? Si vous aussi, vous voulez voir l'affiche, rendez-vous sur Slate Audio pour participer en même temps que Marie. Alors, ce que je vois, c'est que c'est une main avec des veines, un peu orange, qui tient un poignard pointu qui brille au bout. Et il y a un masque en forme de citrouille, mais une citrouille méchante, pas une citrouille gentille. C'est un vrai test de Rorschach, cette histoire. Mais enfin, pourquoi ? Parce que je décris ce que je vois. Oui, mais c'est vrai que moi, j'aurais juste dit c'est une citrouille, quoi. T'aurais pas parlé de la main veineuse ? Non. D'accord. Bah écoute, du coup, je pense alors que le monsieur qui tue, c'est une main masculine. Hein. Il tue les gens avec un poignard et il a un masque en forme de citrouille. Je sais pas, si je devais imaginer, c'est sur un campus. Parce que les gens boivent et célèbrent Halloween sur les campus. Je pense pas qu'il tue des petits-enfants quand même, c'est horrible. Okay. Si c'est ça, franchement, non. Tu démissionnes de ce podcast. Ça, j'aime pas. Il y a rien d'autre dessus. Non, c'est une affiche assez minimaliste. Ah, Jamie Lee Curtis. Je le savais pas, mais voilà. Je l'aime beaucoup. On va aller regarder Halloween toutes les deux, et puis on se retrouve après pour en discuter. Oui, j'ai peur. On est de retour. Marie a vu Halloween. C'est vrai. Et ça s'est très bien passé, vous allez l'entendre. Pourquoi je suis comme ça, en fait ? Je sais pas, mais c'est génial. L'an dernier, j'étais tombée sur un tweet sur une meuf qui disait que c'était un peu cringe mes réactions devant Twin Peaks, mais elle est pas prête. C'est clair. Là, ça va être une saison incroyable. Ça va être horrible, j'ai honte. Est-ce que ça correspondait à tes attentes ou pas ? Oui, enfin, je pensais que ça allait être sur un campus ou des choses comme ça. Ça n'est pas sur un campus, mais c'est dans une petite ville américaine le soir d'Halloween et c'est quelqu'un qui tue des gens. Donc, c'est ce à quoi je m'attendais. Ok. Pour les personnes qui n'auraient aucune connaissance sur Halloween, Marie, est-ce qu'en 30 secondes, tu peux me dire ce qu'il se passe dans ce film ? Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tue sa sœur et après, il est très mal pris en charge psychologiquement pendant des années, visiblement, parce qu'il reste le mal incarné. Et il s'évade de son hôpital psychiatrique et il va tuer des jeunes pendant toute une nuit. C'est toute l'intrigue. C'est des jeunes qui se font tuer pendant toute une nuit et il y en a une qui est plus gentille que les autres et du coup, elle se fait pas tuer. Et ça se passe le soir d'Halloween. Oui. Pour rapidement vous présenter le film, il est sorti en 1978. Il a été réalisé et coécrit par John Carpenter et Debra Hill, on en reparlera, qui était sa petite amie à l'époque et qui ensuite est devenue une productrice de films assez prolifique. Et effectivement, il faut juste garder en tête que c'est à la fin des années 70, donc les tueurs en série, c'est vraiment très présent dans l'inconscient collectif, puisque c'est la décennie de Ted Bundy, Ed Kemper, etc. Mais en même temps, on est encore à un moment où les serial killers n'ont pas été étudiés. Et donc là, oui, c'est le mal incarné, il a un regard noir et il ressent rien. Enfin, on reste encore dans un truc... Il bouffe littéralement des chiens. Il les bouffe pas, il les tue. Non, mais l'autre, il a dit à un moment, il avait faim. Il y a un premier chien qu'il a tué et l'autre, il dit c'est parce qu'il avait faim. Oui, parce qu'il avait faim de tuer, quoi. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'il avait juste une fringale. Hein. Et qu'il a vu un berger allemand passer par là. Mon Dieu. Bon, Marie, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé du film ? J'ai bien aimé, honnêtement, c'était fun. Ah. Le début, je trouvais que ça avait un peu mal vieilli et j'étais un peu genre, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je pense que quand on a vu des films comme Scream ou des choses comme ça, il y a quand même un niveau d'efficacité. C'est le même genre de
de prémisse où c'est quelqu'un qui essaie de tuer des gens et qui est masqué, quoi. Scream a été créé comme une satire de Halloween, en fait. Ah, d'accord, ok. Et donc... Puisqu'il regarde Halloween dans Scream. Ah, j'avais oublié. Mais non, j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé ce que j'aimais bien dans les films d'horreur que je regardais quand j'étais ado. Le côté, vous allez l'entendre dans les extraits qu'Anaïs a préparés de moi. Il y a quelque chose d'assez cathartique dans le fait de crier, d'avoir un moment d'émotion. Et ça m'a pas du tout traumatisée après. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, j'avais aucun problème. Mais pendant le film, j'étais à fond, surtout pendant la deuxième moitié. La première moitié, j'étais un peu... je me demandais ce qui allait se passer. Et puis, je trouvais vraiment que esthétiquement et en termes de cinématographie, c'est un très beau film, en fait. Ouais. Qui est hyper bien filmé, qui a une patte, en fait. Il fait un film d'auteur. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est un des trucs que je préfère dans les films d'horreur. Les bons films d'horreur, en tout cas, sont souvent de très beaux films, qui sont très bien réalisés et qui sont très intelligents, justement, dans la mise en scène, parce que c'est comme ça qu'on va attirer le maximum d'anticipation. C'est ça qui est très bien fait dans Halloween, c'est qu'au final, il y a très peu de sang, mais c'est vraiment l'attente et l'anticipation et la montée du suspense qui sont hyper bien maîtrisés par Carpenter. Et le fait qu'on n'a que des plans larges au début, où on voit juste Laurie marcher sur le trottoir, et en fait, on est obligé de prendre en compte un peu tout l'environnement et de se demander d'où va venir la menace. Ça, c'est très, très bien géré. Et c'est vrai qu'il y a plein de plans vraiment magnifiques dans le film. On va récaper un petit peu ce qui se passe dans ce film. Ça commence avec la musique légendaire qui a été composée par John Carpenter lui-même et que tu as d'ailleurs tout de suite reconnue. Ah, je connais cette musique. Elle est connue. Oui. Voilà. Non, mais un homme aux multiples talents. Hein. Bah oui, et c'est vrai que c'est un peu la musique de film d'horreur par excellence pour plein de gens, en fait, parce que quand on pense film d'horreur, quand on a même pensé à la musique du podcast, tout de suite, ma première référence, c'était la musique d'Halloween. C'est une musique qui est hyper simple et hyper efficace. Et d'ailleurs, John Carpenter lui-même dit que il sait pas lire des notes, il sait pas écrire des notes, mais voilà, il a composé ce truc très simplement parce qu'il avait pas un très gros budget et qu'il pouvait pas avoir d'orchestre pour faire sa bande-son. Et aujourd'hui, c'est un des thèmes musicaux de l'histoire du cinéma, enfin, les plus célèbres. Et d'ailleurs, John Carpenter donne des concerts maintenant, puisqu'il a fait la musique aussi de plein d'autres films. C'est toujours un peu la même chose, mais ça marche toujours très très bien. Enfin, juste, il est extrêmement bon. Pareil, là, avec très peu d'éléments, en fait, créer tout de suite une ambiance qui est un petit peu angoissante, quoi. Et ensuite, tu en as parlé, il y a la scène d'ouverture qui commence en caméra subjective. Donc, on est dans le regard de quelqu'un qui s'avère être le tueur. On le voit d'abord espionner la jeune fille qui est en train de s'amuser avec son petit ami. Tout de suite, j'ai pensé que c'était un serial killer qui était en train de les regarder. Et une fois que le petit copain sort, la personne qui est dehors monte les escaliers, va dans la chambre de la jeune fille, met un masque et d'un coup, la caméra en fait se transforme et on ne voit qu'à travers les yeux. Il y a que deux amandes en fait à travers lesquelles on voit la scène. Et on s'en rend pas compte tout de suite, mais elle se retourne, elle dit Michael, donc on sait qu'elle le connaît. Et là, on voit un bras et on le voit la tuer. Et point important, elle a les seins nus. Mais donc, elle est tuée et ensuite, il redescend. Et là, il y a les parents qui arrivent et qui commencent à faire Michael, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se rend compte en fait que c'est un petit garçon. Et alors, c'est marrant parce que cette scène, au début, j'étais là, ça fait vraiment pas peur, en fait. Parce que ça fait pas peur d'être dans la peau d'un meurtrier. Parce que ce qui fait peur, enfin, en tout cas, ce qui me fait peur à moi, c'est d'être dans la peau de la victime et de pas savoir d'où la menace va venir. Là, on le sait exactement, vu qu'on est dans sa peau à lui. Mais en même temps, c'est hyper efficace sur le côté, la surprise de se rendre compte que c'est un petit garçon, alors que pendant toute la scène, t'imagines que c'est un adulte et un homme, surtout. Et la surprise est vraiment très, très bien faite. C'est plus glaçant qu'effrayant, mais ça fonctionne très bien. Michael? Ah ça, c'est pas mal. J'aime bien les enfants psychopathes. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne manière de commencer le film et de nous mettre un peu plus sur nos gardes et de nous surprendre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait de nous mettre dans la peau d'un tueur est devenu vraiment un cliché du genre de l'horreur. Et Halloween, on va le voir, a vraiment contribué à la popularisation d'énormément de tropes et de clichés de l'horreur. Et celui-là en fait partie. C'était assez novateur et maintenant, c'est vrai que c'est devenu un peu convenu.
On a ce premier meurtre qui est un peu l'origin story de Michael Myers. Et après, 15 ans plus tard, évidemment, il s'évade et il commence le soir d'Halloween à revenir un peu sur les origines de ce premier meurtre et à vouloir tuer plein d'ados et notamment plein de jeunes femmes. Oui, au début, l'intrigue est très simple et c'est vrai qu'au début, je me disais quand est-ce que ça commence, quoi. Mais après, tu m'as dit qu'il fallait profiter de ces moments-là dans les films d'horreur. C'est ça, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce que pour cette saison, j'ai choisi énormément de vieux classiques parce que c'était... J'ai rien vu. Voilà, c'était une aubaine que tu les aies pas vus. Mais c'est vrai que c'est pas ceux qui vont forcément plus susciter une réaction viscérale parce que on peut peut-être plus réaliser les ficelles aujourd'hui de l'horreur des années 60-70. Et donc, j'étais un petit peu inquiète au début parce que c'est vrai que t'étais assez impassible. Et je me disais, oh là là, mais Sifo, elle va jamais sursauter. Alors que j'attendais qu'une seule chose. T'es impassible devant ça. Enfin, le début aussi, ça fait pas peur, le début. Oui, mais en fait, je savais que dans tous les cas, c'est pas moi qui vais avoir des réactions fortes devant ces films, c'est toi. Et je me suis dit peut-être qu'elle va s'ennuyer pendant tous les films que je vais lui montrer ou qu'elle va dire bah, c'est ça, tes films d'horreur, c'est pas assez percutant. Non, je pense que ça va aller. Mais on va l'entendre, j'étais un petit peu inquiète. Pour l'instant, la citrouille, elle fait pas hyper peur quand même. Ah ouais, d'accord. Mais si c'est ça va pas faire trop peur quand même. Tu t'ennuies ? Non, mais je suis pas captivée, mais je m'ennuie pas, non. J'étais un peu déprimée. En fait, c'est vraiment pendant les 20 premières minutes qui sont effectivement plus du setup. Après, ça démarre quand même assez vite. Et on va l'entendre, tu as commencé à réagir de manière un peu plus amusante. Excuse me. Mr. Bracken, I'm sorry, Mr. Bracken. I'm sorry. Ça, c'est bien. C'est bon, on en a au moins un. Non, mais il faut dire, il y a un personnage dans ce film qui n'est pas le tueur, c'est le shérif. Et à chaque fois qu'il apparaît, il fait peur. Il y a toujours un truc de sursaut avec lui. Oui, bah c'est un des 2 ou 3 vrais jumpscares qui sont conçus vraiment pour susciter cette réaction-là, parce qu'il y a la musique qui monte, donc c'est là que tu commences un peu à te tendre et à imaginer qu'il va se produire quelque chose. Et puis au moment où ton attention redescend, c'est le moment où il y a quelque chose de hors-champ. Et donc là, en l'occurrence, le shérif qui apparaît, où on voit sa main. Et donc ça a fonctionné exactement comme prévu. Et j'étais très rassurée. À partir de ces 20 premières minutes, quand même assez régulièrement, tu as commencé à avoir pas mal de moments où tu sursautais, où on sentait que la tension montait. Comment tu t'es sentie en regardant le film ? Bah honnêtement bien, il y avait pas, enfin c'était marrant quoi, donc vous allez voir, j'ai surréagi. Enfin c'est pas de la comédie, hein, vraiment je réagis comme ça. De toute façon ça pourrait pas être de la comédie, je suis pas une bonne comédienne. mais vraiment on a trouvé le genre qui match tellement bien avec toi parce que j'ai vu beaucoup de films avec toi où tu surréagissais beaucoup, mais en fait il y a pas mieux que le film d'horreur pour Mary Telling. Ouais, je sais pas ce qui va pas chez moi en fait. Il faudrait analyser, je sais pas pourquoi. Enfin je me souviens j'avais vu $1 Million Baby avec une amie au lycée et j'avais tellement pleuré que les sièges de la rangée tremblaient en fait, de toute la rangée parce que j'étais en sanglots. Je vis les films et je suis pas comme ça dans la vraie vie. En plus, j'ai pas de réaction très très forte. En général, ça peut arriver, mais je suis pas en train de hurler ou des choses comme ça. Oui, mais t'es très en phase avec tes émotions. C'est-à-dire que quand t'es frustré, tu le vocalises. Enfin, t'es quand même quelqu'un qui verbalise. Mais non, mais c'est vrai. Et quand tu ris très fort. Enfin, tu vois, tu verbalises beaucoup plus. Enfin, moi, je sais que je suis l'inverse. Je garde c'est trop vrai, longtemps et j'essaye de masquer le plus possible toutes mes émotions. Alors que toi, juste, t'as une émotion, tu la vis et tu l'externalises tout de suite, quoi. Moi, il n'y a pas eu de progrès dans l'évolution humaine pour arriver à mon étape. De ton étape de nourrisson à maintenant, t'es la même personne. C'est ça, exactement. Si j'ai faim, je le dis. Mais du coup, j'avais pas peur dans le sens où j'étais pas terrifiée ou c'était pas glaçant. J'ai eu plus peur devant certaines scènes, je pense, de Twin Peaks. Mais j'étais dans un moment de tension où j'étais, et parfois un peu frustrée aussi par ce qui se passait à l'écran, mais aussi d'impatience et de peur, mais un peu malgré moi, quoi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Non, mais ce shérif, à chaque fois, quoi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de films d'horreur. Moi, c'est ce que je préfère. Et donc, j'en ai mis beaucoup dans la liste. En fait, c'est des films d'horreur qui créent ce genre-là de peur. Parce qu'effectivement, tu peux avoir des peurs plus viscérales ou des vrais moments de malaise où tu te sens pas bien. Et ça a été le cas devant Twin Peaks ou devant d'autres films d'horreur qui vont vraiment toucher un point beaucoup plus sombre. Là, c'est juste hyper fun. Et en fait, ça crée juste une réaction qui est mécanique. Et moi, je pense que c'est ça que j'aime bien. Et on l'entend vraiment dans certaines de tes réactions. Et je l'ai vu quand j'étais avec toi en train de voir le film. C'est que ça crée un relâchement.
vraiment oui. physique. Ouais, non, c'est vrai. Et ça a été prouvé scientifiquement, c'est-à-dire que la peur sécrète plusieurs hormones, et notamment de l'adrénaline, du cortisol, enfin toutes les choses qui font que ton corps est complètement mobilisé. Et donc le fait de pouvoir relâcher ça de manière très safe sur ton canapé, c'est-à-dire que t'es pas vraiment en train de devoir te défendre, mais juste par contre t'as toutes les mêmes hormones qui se créent que dans un instinct de survie réel, c'est extrêmement plaisant. Je me dis là, tu sais, c'est un film à popcorn en fait, où tu as envie exactement. de manger ton truc et de regarder de façon captivée. Et puis en plus, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais j'ai des problèmes d'attention qui n'ont pas été diagnostiqués. Mais je pense que devant les films, c'est comme beaucoup de gens de nos jours, j'ai tendance à regarder mon téléphone. Et ce qui est bien avec ce podcast, c'est que je me force en général à me concentrer parce qu'il y a une mission. Mais en plus, devant un film comme ça, en fait, t'es un peu happé et t'oublies tout ce qu'il y a autour et t'oublies tous tes problèmes parce que t'es dans l'intrigue et que tu te dis où est-ce qu'il va surgir, quoi. Au fil du visionnage, tu as pu découvrir certains des éléments constitutifs du slasher, puisqu'on l'a pas dit, mais Halloween est un slasher et c'est un peu le slasher originel. Il y avait eu d'autres films avant qui étaient un petit peu précurseurs, mais c'est le plus grand succès originel du genre et c'est celui-là qui a cristallisé plein de tendances du slasher. Donc le slasher, la définition, c'est que c'est plusieurs ados, généralement des ados, mais plusieurs personnages qui sont tués vraiment en succession pendant tout le film, qui sont slashés. Et il y a certains éléments qu'on retrouve très souvent, comme le rapport à la sexualité, on va en reparler. Je les ai pas forcément découverts parce que je les connaissais. Pour le coup, je pense que c'est le genre que j'ai le plus vu. Et du coup, je sais très bien que les ados sont des cons dedans, qui font tous les trucs qu'il faut pas faire. Mais même en me retrouvant là devant le film, j'étais quand même énervée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il appuie vraiment sur tous les boutons. Et c'est pour ça que j'étais vraiment contente que tu le vois, parce que je sais que tu as vu Scream et que tu as adoré Scream. Et c'est vrai que le slasher, c'est souvent un film d'ado. Et c'est, comme tu l'as dit, un film à popcorn qu'on aime regarder quand on a 14 ans et qu'on veut se faire peur en groupe. Et Scream cite ouvertement Halloween puisqu'il regarde le film dedans et il y a cette scène où le personnage cite toutes les règles du slasher. Ah oui. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! Dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Et il dit, il ne faut surtout pas coucher et il faut surtout pas dire I'll be right back parce que on revient jamais quand on dit ça. Et donc en fait, c'est déjà un commentaire méta sur toutes ces règles que Halloween a un peu instaurées, parfois malgré lui, on va en reparler. Et effectivement, une des raisons qui font que le slasher est plaisant, c'est que certains des personnages, quand ils meurent, on n'est pas trop triste. On va dire ça comme ça. Et c'est devenu même une tendance qui a un peu dégénéré parce que parfois, ça devient justement très sexiste. Oui. La raison pour laquelle on a embauché Paris Hilton dans La Maison de Cire, je pense que c'était très clairement parce qu'il y avait une certaine jouissance à voir une figure féminine comme ça se faire tuer. Donc, il y a des problèmes de sexisme dans le genre de l'horreur, mais c'est vrai que là, tout de suite, tu as été assez agacée par certains personnages. Elle est hyper intelligente. Siobhan Graham. C'est elle qu'il faut tuer. Elle est complètement conne. Ah, voilà, c'est la neuneu. So first we go inside. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie qu'elle meure en fait. Pour recontextualiser, en fait, le rôle principal est joué par Jamie Lee Curtis. Elle s'appelle comment déjà ? Parce qu'apparemment, elle est toujours traquée par ce mec 20 ans plus tard. Parce que le dernier, j'ai vu un mème là où elle est toujours traquée par Michael dans le dernier. 40 ans plus tard. Ouais, voilà, dans le dernier Halloween. Laurie Strode, ouais. Ouais, voilà. Et elle joue Laurie et elle a 2 amies donc, qui vont se faire tuer. Il y en a une qui est complètement neuneu, comme j'ai dit. Enfin, elle est complètement écervelée. C'est un peu le cliché de la meuf un peu coconne du lycée. C'est très sexiste, hein, mais... Et l'autre, c'est un petit peu une traînée. je le dis avec beaucoup d'affection. Mais c'est un peu c'est le cliché qui est joué. C'est-à-dire qu'elle est babysitter, mais elle en a rien à faire des enfants. Elle a qu'une envie, c'est aller choper son mec, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une affection dans Halloween qu'on retrouve pas forcément dans les autres films. Et ces personnages-là, au final, certes, elles peuvent être un petit peu agaçantes, mais je trouve que ça reste justement dans la bonne mesure. Il n'y a pas trop de misogynie envers ces personnages-là. Elles ont quand même, par exemple, il y a une scène
scène de conversation dans une voiture assez longue entre Laurie et sa copine, où elle parle du crush qu'elle a sur le mec au lycée, tout ça. Et toutes ces scènes-là ont été écrites par Debra Hill, qui était donc la co-scénariste et qui a réalisé d'ailleurs cette scène, et aussi la productrice du film. Et on sent qu'il y a quand même une affection pour ces personnages féminins et surtout une volonté de les développer. C'est-à-dire que dans beaucoup d'autres slashers, les filles sont vraiment de la chair à canon. On les développe à peine, on comprend pas qui elles sont, alors que là, c'est des personnages qui sont assez bien définis. Et en 78, qu'elles soient assez ouvertes sexuellement et qu'elles aient justement une vie sexuelle qu'elles assument totalement, c'est plutôt cool en fait. Enfin, Oui, mais elles finissent, les deux qui ont une vie sexuelle assumée, elles finissent mortes. Et celle qui finit en vie, c'est la seule qui est vierge et dont on comprend qu'elle n'a aucune action dans sa life, quoi. C'est un des autres gros clichés du slasher et c'est la leçon qui a été retenue et qu'on entend dans Scream, c'est-à-dire que si les ados couchent ensemble, ils vont forcément être punis et donc tués dans le reste du film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Halloween, en fait, c'était pas du tout intentionnel. Enfin, ils n'ont pas pensé au fait que Laurie, en tant que vierge, allait survivre et que c'est pour ça qu'ils lui avaient attribué cette qualité-là. En fait, au final, Laurie, c'est celle qui est plus responsable, qui prend pas de risques. Elle est babysitter, mais elle fait du babysitting, elle reste avec l'enfant, elle essaie pas de faire autre chose, tandis que ses amies, elles sont pas tuées pour ça, mais je pense que Laurie suit les règles et c'est pour ça qu'elle, au final, elle s'en sort. Et elle s'est rattachée aussi à son image de virginité, je pense. Ah oui, non, mais complètement. Et ça a été étudié depuis vraiment maintes fois sur le rôle de la sexualité dans le sous-genre du slasher. Il y a plein d'autres films qui l'ont appliqué de manière assez mécanique, justement. Alors que quand t'écoutes notamment John Carpenter, la raison pour laquelle il a voulu créer Michael Myers, c'était que ce soit vraiment un tueur qui, justement, n'avait aucune raison de tuer. Enfin, qu'il le fait pas pour une raison en particulier. Et il a voulu créer un tueur comme ça, qui tue sans raison. Et donc, en fait, le discours sur la sexualité, quand il en parle aujourd'hui, il dit que c'était pas du tout son intention, mais clairement, le message est resté, puisqu'on le retrouve dans tout le cinéma d'horreur depuis. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu, voilà, un des signaux phares du genre, quoi. Il y a un homme qui est tué, le reste, c'est que des femmes. Et à chaque fois, elles sont dans des soit hyper dénudées, ou soit dans des moments de sexualité, en fait. Elles sont en route pour aller retrouver leur mec, ou elles viennent de rouler des pelles à leur mec. Enfin, il y a vraiment tout le temps ça, quoi. Donc, même si c'était peut-être pas conscient, il y a quelque chose de l'Amérique puritaine qui ressort dans leur discours, quoi. Enfin, et dans la façon dont ils montrent ces jeunes filles, et dans le fait qu'elles sont victimes d'un meurtrier. Après, ça, c'est juste la façon dont je l'ai ressenti. Je suis pas... Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, c'était l'inverse de l'Amérique puritaine, tu vois. C'était, enfin, sur le plateau, la personne la plus vieille avait 30 ans. C'était vraiment des jeunes, enfin, tous, John Carpenter, Debra Hill. Donc, c'était vraiment une bande de jeunes dans un camion qui ont tourné ce truc avec très peu de moyens. Donc, ça n'a pas du tout été conçu comme ça. Mais clairement, oui, c'est évident, ça se voit dans le film. Il y a un mécanisme, en fait, qui est mis en place dès la sœur qu'on voit qui est nue. Mais c'est ce qui a été retenu, en tout cas, dans la représentation de la féminité dans ce film, comme une formule à appliquer dans les autres slashers, quoi. Mais il y a un truc que tu as sans doute apprécié encore moins que les seins nus des jeunes femmes de ce film, c'est les chiens morts. Ah ouais, non, ça, je peux pas. Enfin, honnêtement, j'ai mes deux limites. On touche pas aux enfants et on touche pas aux chiens. On touche pas aux animaux en général. C'est pas possible. Oh non, qui tue sa grande sœur, ok, mais un chien. Oh non, 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 je vais lui faire mal, un chien. Oh non, non. Never mind. Oh I non. just found a hot date. Non. Je comprends pourquoi il tue un chien et pourquoi c'est nécessaire pour l'histoire, mais je veux pas voir ça. Ah non, c'est pas possible. Enfin, vraiment ça, je sais que c'est parce que justement, il veut déclencher ça chez le spectateur, évidemment, et ça fonctionne. Et c'est une preuve du mal absolu parce qu'il tue un animal innocent et que c'est le truc, évidemment, qu'on a tous des réactions sur ce genre de choses. Oui, et puis c'est ce qu'on dit toujours des psychopathes, quoi. C'est qu'ils s'en prennent aux animaux, qu'ils ressentent pas d'empathie pour les animaux, ce qui est vrai pour certains tueurs en série. Donc clairement, c'est pour montrer l'état totalement détaché, en fait, émotionnellement de Michael. C'est vraiment un truc qui est devenu hyper utilisé
pour signifier tout de suite que ce personnage est mauvais et ce personnage n'a pas d'âme, quoi. Moi, j'ai été traumatisée par John Wick et j'ai compris pourquoi il avait tué 40 personnes après pour venger son chiot, quoi. Mais je suis vraiment désolée, je me souviens plus desquels, mais il y aura sans doute d'autres chiens morts dans les films que j'ai sélectionnés parce que c'est aussi un classique du cinéma d'horreur, pour les raisons qu'on vient de citer. Et il y a même des sites qui font des listes de tous les films d'horreur qu'on peut regarder dans lesquels le chien ne meurt pas. C'est vrai ? Ouais. Vraiment, j'aime pas qu'on touche aux animaux. Je suis désolée. En fait, Amis, maintenant, c'est le podcast où on traumatise Marie. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu étais aussi très frustrée par les décisions des personnages. Non mais là, elle reste chez elle. Elle est vraiment conne, quoi. Il y a un mec chelou qui la suit depuis ce matin et qui est dans le jardin et qui l'observe. Et là, elle est en train de s'allonger sur son... Non mais... tu sors de suite, tu vas appeler à l'aide. Oui, mais vous faites quoi, là ? Et ça, évidemment, classique, voilà, je sais. c'est le plus grand classique du film d'horreur. Et dans un super podcast dont je tire certaines de mes infos et que je vous conseille vraiment d'écouter, qui s'appelle Halloween Unmasked. C'est en anglais, mais c'est vraiment génial. Et c'est 8 épisodes sur le making d'Halloween. Et il y a toute l'équipe qui parle dedans quasiment. Il raconte une anecdote de quand le film a été diffusé au cinéma et le fait qu'il y avait énormément de cris dans la salle. Et il y a eu une projection où une femme s'est levée debout dans la salle, comme toi, Marie, en regardant ce film. Et elle a crié « Ne va pas à l'intérieur !» C'est littéralement ce que j'ai fait. C'est ça. Encore une fois, c'est tellement beau. J'étais tellement contente de devoir réagir comme ça parce que c'est mécanique, ça appuie sur un bouton où t'es tellement frustrée par les personnages. Et t'es là, pourquoi tu descends tout seul dans la cave ? Pourquoi tu as éteint la lumière ? Pourquoi tu dis « Je reviendrai » alors qu'on sait que tu reviendras pas? Pourquoi les personnages disent « Le mieux, ce serait de se séparer ?» Tout ça, c'est des décisions à la con qu'on voit dans énormément de films d'horreur. Et à chaque fois, ça crée la même réaction viscérale, d'engagement envers le film aussi. Et donc, c'est ça qui est très malin, c'est qu'ils arrivent à avoir un bon équilibre entre la frustration, mais où t'es pas non plus totalement désengagé à dire « Ok, ces gens sont trop cons, je peux pas regarder, quoi. » Et je comprends pas, en fait, elle reçoit un appel pareil et elle appelle pas la police. Mais qu'elle est con. Mais elle est complètement conne. Cours. Mais pourquoi tu t'enfermes? Saute par la fenêtre, je sais pas, mais fais un truc. Non, mais qu'elle est conne, mais c'est pas possible d'être aussi conne. J'ai honte, on dirait Jacques-Henri Jacquard dans Les Visiteurs. Mais quelle conne! Tellement rire, c'était trop drôle, quoi. T'étais tellement vénère. Mais non, mais elle a des... Bon, bah, je sais que c'est le principe, hein, mais elle a des moments, je ne comprends pas, en fait. Bah oui. Le mec ne court pas, hein, donc t'as le temps de partir, en vrai. Hein, mais ça, c'est pareil dans plein de films d'horreur, je sais. Elle va taper chez les gens, et elle tape. Au bout d'un moment, t'es là, va taper à une autre porte. Je sais pas, prends une voiture, cours, fais quelque chose. Et le pire moment, c'est qu'à un moment, elle est devant une porte vitrée. Et le mec a bloqué la porte. Et elle essaie d'ouvrir la poignée, alors qu'il s'approche. Et il y a littéralement une vitre à côté qu'elle peut casser pour débloquer la porte, en fait. C'est le truc le plus simple du monde. Et elle le fait, hein, mais elle le fait au moment où il est juste devant elle, quoi. Après, c'est un peu comme qui veut gagner des millions. C'est toujours facile de juger quand on est sur son canapé, Oui, mais c'est quand vrai. on est devant Jean-Pierre Foucault, parfois on a un bug, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, en vrai, j'ai fait ce cauchemar. Je pense que plein de gens l'ont fait. Là, on passe en mode thérapie. C'est Mais clair. tu sais, le cauchemar où t'es attaqué, t'arrives pas à crier. Enfin, Non, moi, j'ai tu l'as jamais pas eu ça. fait? Moi, j'ai Non. fait plein de fois. Mais enfin, bon, où il t'arrive un truc et en fait, t'essaies de crier et tu peux pas. Et c'est te dire, justement, dans un moment comme ça, comment je réagirais et est-ce que je serais pétrifiée et je pourrais rien faire, quoi. Là, c'est pas qu'elle est pétrifiée, c'est qu'elle a des réactions à la con. Mais Bah oui, le elle pire- méritait pas tout ce que j'ai dit, je suis désolée et j'aime pas m'entendre comme ça. Non, mais moi, j'aime beaucoup t'entendre comme ça. C'est hilarant. Et le pire moment que t'as pas mentionné, c'est pas la vitre, c'est quand elle donne un coup de cintre à Michael. Et ensuite, elle récupère son couteau et elle le jette. Mais ça m'a rendue folle. Elle lui donne un coup de cintre, elle pense qu'il est mort. Mais enfin, déjà, dans aucun film d'horreur, ils sont morts. En général, ils meurent jamais. Bah oui. Tu t'assures, tu le poignardes plusieurs fois, quoi. T'y vas. Et là, non seulement elle fait pas ça, mais elle part pas avec le couteau, elle le balance à côté de lui. Donc, cette fille, Laurie Strode, sur laquelle tu t'énerves pendant tout le film, c'est Jamie Lee Curtis, qui est la fille de Janet Leigh, qui est jouée notamment dans la scène de la douche dans Psychose, et aussi dans Psychose en général. Mais t'as pensé quoi de sa prestation dans Halloween? Eh ben, très bien.
Moi, j'aime beaucoup Jamie Lee Curtis, donc... Elle était juste contente qu'on lui propose quelque chose parce qu'elle avait vraiment quasiment aucune expérience. Elle avait juste été dans une série télé adaptée d'un film de son père et elle avait été virée de cette série et elle avait été genre figurante dans Columbo. Donc vraiment, elle avait rien fait. Et elle en a souvent parlé puisqu'elle est devenue connue pour avoir joué Laurie Strode. Ça restera toujours son rôle le plus emblématique et comme tu l'as dit, elle le reprend. Elle est actuellement à l'affiche dans ce rôle-là au cinéma. Et elle était juste hyper contente de voir un script dans lequel Laurie était inscrite sur toutes les pages parce que c'était extrêmement rare déjà pour elle qui n'avait pas beaucoup d'expérience, mais juste pour une jeune femme de trouver un script où elle était vraiment au centre de l'intrigue. Et on en reparlera assez souvent au cours de la saison, mais c'est tout le paradoxe dans le genre de l'horreur, c'est qu'à la fois il y a des clichés sexistes, mais c'est aussi un genre qui accorde énormément de place aux femmes. Et là, en fait, la majorité des rôles dans Halloween sont féminins. C'est des victimes typiques, quoi. Oui, c'est ça, mais même dans des films qui ne sont pas des slashers, par exemple, on le verra avec L'Exorciste ou d'autres films, c'est des films qui sont souvent très féminins. Et ça, c'est vraiment très très cool quand on est juste une spectatrice et qu'on a envie de voir un genre de cinéma avec beaucoup de femmes, on va se tourner vers l'horreur. Fun fact, sa coupe de cheveux horrible dans le film. Ouais. En fait, elle s'est fait, parce que évidemment, elle joue le rôle de la meuf un peu plus coincée, qui a pas trop d'expérience, tout ça. Et elle s'est fait une permanente qu'elle a volontairement gâchée pour avoir cette coupe. Et ses cheveux étaient tellement ruinés par cette opération qu'elle s'est fait une pixie cut après. Et c'est comme ça qu'elle a eu sa coupe de cheveux iconique et que depuis, elle a les cheveux courts. Et donc, Jamie Lee Curtis, Laurie Strode dans Halloween, c'est aussi la popularisation de certains des plus gros tropes du film d'horreur, notamment la Final Girl, qui est un trope qui est lié au slasher puisque c'est souvent une fille qui survit à la fin. Donc ça aussi, c'est assez cool de voir un film où, certes, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes, mais c'est aussi souvent une survivante qu'on retrouve à la fin. Et puis, la Scream Queen. Jamie Lee Curtis a été baptisée la Scream Queen après Halloween puisqu'elle crie de manière assez stridente dans le film. Et depuis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle héroïne de cinéma d'horreur qui émerge ou une actrice qu'on voit dans énormément de films d'horreur, on la rebaptise la nouvelle Scream Queen. C'est un terme qui peut être controversé parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça dévalorise un petit peu toute la performance que ces femmes-là mettent dans leur rôle parce que déjà crier c'est très dur et que généralement leurs rôles sont assez physiques et qu'elles se contentent pas juste de crier que ce sont de bonnes actrices. C'est vrai que oui, c'est devenu vraiment un gros cliché du genre. Et tout ça a un peu émergé avec Halloween. Il y en avait avant. Janet Leigh dans Psychose était évidemment aussi un peu une proto-Scream Queen. Mais voilà, Halloween a eu énormément d'influence sur le cinéma de manière générale. Il faut juste préciser que c'était un film qui avait un tout petit budget et qui avait environ $300 000 de budget et qui a récolté plus de 70 millions de dollars de recettes. Wow. Donc ça reste un des plus gros succès indépendants de l'histoire du cinéma. Même si les critiques étaient mitigées, ça a été vraiment un énorme carton. Et ce qui est très marrant, ça a été tourné au printemps, alors que ça se passe à Halloween et il y a vraiment une ambiance très automnale dans le film. Et en fait, ils ont eu du mal à se procurer des feuilles mortes pour les mettre partout dans la rue. Et c'était tellement dur de se les procurer qu'à chaque fois, ils les réutilisaient. Donc, ils les remettaient dans des sacs pour une autre scène et ils devaient se balader avec leurs vieilles feuilles mortes pendant tout le film. Donc, c'était vraiment un tournage hyper limité et c'est encore plus impressionnant quand on voit non seulement l'héritage du film qui perdure encore aujourd'hui. Ouais, même l'exécution. Hein. C'est ça, l'exécution qui est vraiment parfaite. Et donc, tu nous as dit ce que tu pensais de Laurie. Qu'est-ce que tu penses de Michael Myers, qui est le méchant de ce film? Et tu vas avoir beaucoup de menaces différentes dans les films d'horreur que tu vas découvrir. Lui, t'en penses quoi? Enfin, à part tuer des gens, il fait rien. Non, mais il n'y a pas de caractérisation du personnage. Sa menace est assez terrifiante, mais lui en lui-même, je saurais même pas dire. Il n'y a pas de caractérisation, en fait, à part le fait que c'est le mal incarné. Mais bon, je trouve ça un peu... C'est plat, quoi. D'ailleurs, John Carpenter l'appelait The Shape. Donc, à la base, il n'était même pas caractérisé comme Michael Myers. Mais effectivement, c'est ça, sa caractérisation. C'est qu'il n'y a aucune motivation à son geste. Et donc, c'est ça qui était censé faire peur. C'était vraiment le côté, en fait... gratuit. Parce que avant Halloween, beaucoup de films d'horreur, L'Exorciste et autres, parlaient de sorcellerie et d'esprit et de trucs comme ça. Et il y avait toujours un peu une raison, qu'elle soit religieuse ou autre, pour le mal qui se répand. Et là, en fait... Michael Myers, c'est juste un mec qui se rend dans l'Amérique moyenne, la petite banlieue parfaite, et qui tue de manière indiscriminée. Et c'est ça qui fait très peur. Et il y a des histoires de babysitters à l'époque qui ont arrêté d'être babysitters après avoir vu Halloween, parce que ouais, c'est vraiment ça. N'importe qui peut être la victime. Oui, mais de toute façon, il y a un truc assez terrifiant dans la banlieue américaine, c'est
qu'ils ferment jamais leur porte-à-clés. Et c'est toujours ça qui est un peu montré dans les films d'horreur. Ouais, et Michael est devenu pour le coup une légende des films d'horreur parce que il y a eu énormément de suites. Et sa plus grosse caractéristique, c'est qu'il est increvable, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, on le voit encore dans Halloween 40 ans après. Le mec, il a 70 ans et est toujours en train de tuer des gens. C'est ça. Bon, après, il y a eu des reboots, etc. Enfin, il y a plusieurs timelines dans les différentes suites Halloween. Et il y en a plein qui sont moins bonnes que d'autres. Mais en gros, c'est ce qu'on voit à la fin du film. Il tombe d'une balustrade, il se fait tirer dessus 48 000 fois et il s'évade quand même. Ça n'a aucune justification physique. Et dans tous les films, en fait, il finit par s'en sortir, il est increvable, et c'est ça qui le rend aussi terrifiant, c'est qu'on ne sait pas trop comment le tuer. Parce qu'il incarne le mal, et le mal ne disparaît jamais. Bon, il faut qu'on parle de la fin du film, parce que généralement, quand on commence à avoir vu pas mal de films d'horreur, on sait qu'il faut profiter des premières 30 minutes, parce qu'elles sont très chill, et qu'après, ça devient un petit peu trop palpitant. Et j'avoue que c'était vraiment génial de te voir traverser cette montée en puissance assez intense à la fin du film. Oh. Well, you get my beer? L'Otari est de retour, quoi. J'adore. Il y a un moment aussi où, en fait, Laurie, qui, dans un moment de rationalité totale, décide d'aller dans la maison d'où son ami vient de l'appeler en se faisant étrangler, donc de toute évidence, quelque chose ne va pas. Elle décide de fuir son cocon de sécurité pour aller dans cette maison, dans le noir. Et en fait, elle va découvrir tous les corps de ses amis dans une scène qui est géniale. Oh là là, mais il va être derrière. Non, là ça va être le chien qui va... Non, mais oui, là, vous pouvez entendre la physicalité de Marie, qui est, en fait, on le découvre, une Scream Queen. Et qui était en train de frapper mon canapé et de se retourner et de sauter dans tous les sens pour ne pas regarder l'écran. Et c'était génial de voir comme ça et même de t'entendre parce que t'es un peu en transe, en fait. Enfin, t'es vraiment en train de vivre le truc tellement physiquement. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve que c'est tellement comme ça qu'on devrait regarder un film d'horreur. J'ai adoré te voir traverser ça. Et il y a eu un moment où là, vraiment, j'étais morte de rire parce que tu t'es carrément levée. Donc, comme l'anecdote que je racontais, tu t'es mise debout en train de crier devant ma télé. Et c'était trop, trop drôle. Vas-y, explique-leur tout. Prends 10 minutes pour leur expliquer alors qu'il est toujours vivant derrière. Donc, vraiment, il faut qu'on mette une caméra. Il est juste derrière, il va se mettre à bouger. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con. Franchement, il faut que je fasse une thérapie, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas chez moi. Mais ne change rien. Ne change rien. C'est génial. Enfin, mon rêve, c'est d'être une femme mystérieuse. Mais tu es mystérieuse, Marie. Tu peux crier devant les films d'horreur et être mystérieuse quand même. Oui, mais c'est d'être une femme qui est vachement dans le contrôle. Ouais, voilà. Et en fait, je ne peux rien contrôler devant un film. Non, mais franchement, c'est vraiment très, très drôle. Et ça me fait plaisir parce que justement, au début, je me disais, bon, peut-être qu'elle va être un peu blasée par rapport à ce film de 78. Et juste, j'étais trop contente de voir que t'étais tellement à fond dedans et que t'as reconnu aussi les qualités du film. Ah oui, mais c'est un très bon film. Hein. Ouais, voilà, que c'est hyper bien écrit, hyper bien réalisé, hyper bien incarné et que tout fonctionne exactement comme ça devrait fonctionner. Et en fait, c'est aussi rare et c'est pour ça que je voulais qu'on commence par celui-là parce que j'ai vu énormément de mauvais films d'horreur. Mais celui-là, en fait, non seulement il cristallise plein de trucs qu'on va revoir après, mais qui vont être détournés et de moins en moins bien faits. Mais en plus, enfin, juste, c'est d'une pureté, que ce soit dans l'intrigue ou dans l'exécution, c'est hyper simple. Mais ça fonctionne très très bien. Ouais, comme Top Gun Maverick.
Il y a eu plusieurs suites. Oui. Elles ont toutes été faites par John Carpenter ou aucune? Non, il y en a plusieurs qui ont été faites par John Carpenter et pas toutes au même degré de volonté et d'enthousiasme. Déjà, le deuxième démarre juste après, donc la même nuit. Pendant que... Ouais. Non. Fatigant. Une partie se déroule pendant que Laurie est à l'hôpital. Et en fait, il y a des meurtres qui continuent. Et c'est marrant parce que Debra Hill et John Carpenter voulaient pas trop faire la suite, mais ils étaient contractuellement obligés. Et ils voulaient gagner du fric parce qu'ils avaient fait un autre film qui avait moins marché, The Fog, il me semble. Et en fait, on le sent un peu, c'est un film qui est très énervé. Et là, pour le coup, si tu voyais ces suites-là, tu verrais aussi pourquoi je défends Halloween et la représentation des femmes et de la sexualité dedans. Parce que, pour le coup, c'est vraiment choquant. Dans Halloween 2, il y a une femme à poil qui se fait brûler vive pendant une hyper longue scène dans un jacuzzi bouillant. Pour le coup, c'est des personnages féminins qu'on connaît même pas et qui se font complètement dépecer. Enfin, il y a une violence envers les personnages qui n'y a pas du tout, je trouve, qui est beaucoup plus cruelle et gratuite dans Halloween 2 que dans ce Halloween. Et après, il y en a eu d'autres qui ont été faits par d'autres réalisateurs. Il y a eu notamment un reboot fait par Rob Zombie, que moi je trouve très nul aussi, qui fait les origin story de Michael. Donc on voit l'enfance de Michael Myers. Oh non. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et c'est aussi des films qui sont très violents. Et la dernière trilogie qui est en train de s'achever au cinéma à l'heure actuelle, pour le coup, je l'aime bien. Elle est faite par David Gordon Green. J'ai pas du tout aimé le deuxième, mais le premier est très bien, puisqu'en gros, c'est censé effacer toutes les autres suites qu'il y a eu. Et le personnage de Laurie est présenté comme quelqu'un qui souffre de PTSD et qui est devenu un peu une survivaliste. C'est-à-dire que sa maison est bourrée de pièges au cas où quelqu'un ferait une home invasion chez elle. Et en fait, elle est vraiment devenue une espèce de combattante survivante. Ouais, elle est hyper badass. Et en fait, c'est montré, on voit sa fille et sa petite-fille. Et donc, c'est montré avec 3 générations de femmes de la même famille qui se battent toutes contre Michael. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un super portrait féminin. Mais où est la police? Petit flippomètre, est-ce que tu as eu peur? Oui, je vais pas dire non alors qu'on vient de m'entendre hurler dans tous les sens. Mais ça reste une peur très ludique, on va dire. Oui, c'était hyper fun. C'était quoi le moment le plus flippant? C'est sûrement là où elle découvre les cadavres, je pense. Ouais, quand elle est dans le placard aussi, mais parce que juste, pourquoi tu vas te mettre dans un placard, quoi? Ouais, là, c'est plus frustrant, ouais. Mais parce qu'on n'a pas décrit, mais quand elle découvre les cadavres, la mise en scène est quand même assez géniale. Oui, il y a sa pote Concon, là, qui est allée sur le lit avec la pierre tombale de la sœur. Et après, dans chaque placard qu'elle ouvre, il y a un cadavre qui est qu'elle, et je sais pas comment il a réussi à tous les mettre. Il n'y a pas le chien, heureusement. Est-ce que tu as un MVP? Je sais pas, les enfants, ils ont pas mal de jugeotes. Eux, ils s'enferment dans la chambre. Donc vrai. oui, les enfants. Toi, c'est qui? Non, je dirais pareil, et surtout pas Dr Loomis, on n'en a pas parlé parce qu'on pourrait quel faire... boulet, lui, mais vraiment, c'est lui qui sait que l'autre, c'est un fou furieux qui est le mal incarné. C'est le psychiatre de Michael voilà. qui fait déjà, il a fait son travail. Il a fait du mauvais boulot toutes ces années pour qu'on en soit là. Ouais. Et en plus, là, il fait que faire des tours de pâté de maison, alors qu'il sait que l'autre est dans la nature en train d'essayer de tuer des gens. C'est absurde. C'est clair. Compte tenu de ta réaction devant ce film, comment tu te sens pour la suite de l'aventure? Honnêtement, j'ai un peu hâte. Parce que je pense que ça va être fun. Il y en a certains dont tu m'as parlé où j'ai moins d'enthousiasme, mais je pense que d'autres, ça va être fun. Et puis, en plus, c'est des lacunes que j'ai au niveau cinématographique où je sais que je les ai. Enfin, je sais que pas avoir vu Carrie ou L'Exorciste ou Shining, c'est un problème dans ma vie. Donc, je suis contente. Je suis très contente que tu sois contente. Et ne vous inquiétez pas, on vous donnera en avance sur les réseaux sociaux la liste des futurs films pour que vous puissiez préparer un petit peu. Et je vous le dis, le prochain film d'horreur qu'on va couvrir, c'est L'Exorciste. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie d'endurer tout ça pour ce podcast. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Halloween, le film est disponible en streaming sur Canal+. Je précise quand même que les sous-titres sont vraiment pas bons. Oui, non. La trad est pas très bonne. Mais voilà, vous pouvez le voir pour profiter avec nous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, je vais faire découvrir à Anaïs un film romantique. C'est Vous avez un message, un grand classique qui est disponible à la location sur de nombreuses plateformes. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et si vous avez un peu de temps à tuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.